Bienvenue! Vous écoutez FinTech, le podcast de France FinTech qui donne la parole à celles et ceux qui réinventent la banque et l'assurance. Litchi, Ulule, Luco, Bankin, Lydia, Conto, vous avez sans doute déjà entendu leur nom au moins une fois, vu leur pub dans le métro et peut-être même utilisé leurs services. Saviez-vous qu'on les appelle FinTech, AssureTech et RegTech, contraction de finance, assurance, régulation et technologie ? C'est pour apprendre à les connaître et mieux comprendre les enjeux de leur métier que nous avons créé FinTech. Je m'appelle Anaëlle Gauthier et chaque semaine, je vous emmène à la rencontre de ces entrepreneurs et entrepreneuses qui façonnent les nouveaux services financiers. Bonne écoute! Pour ce nouvel épisode de FinTech, je reçois Franck Méchineau, le cofondateur et CEO de VoxPay. VoxPay, c'est une solution d'encaissement à distance sécurisée. On vous en parle plus longuement dans quelques secondes. Juste avant, un petit mot pour vous dire que ce podcast est réalisé avec le soutien de Majorel, un des leaders mondiaux de l'expérience client. Pourquoi Majorel ? Parce que son savoir-faire consiste à gérer, au nom des plus grandes marques, les interactions et les conversations avec leurs clients. Des clients qui attendent des expériences simples et fluides, tout en demeurant humaines. Mais aussi parce que Majorel accompagne les services clients des jeunes entreprises technologiques avec le programme dédié MajUp et qu'il est le partenaire de deux des plus grands incubateurs et accélérateurs européens de start-up, Wilco et Euratechnologies. C'est parti pour notre discussion avec Franck. Bon épisode! Bonjour Franck. Bonjour Anaëlle. Merci d'être disponible pour faire cet épisode. Est-ce que tu veux bien commencer en te présentant rapidement, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Merci déjà à toi aussi de m'avoir invité à ce podcast. C'est très gentil. Donc, je m'appelle Franck Méchineau, j'ai 47 ans, je suis l'heureux papa de 2 enfants. J'ai la particularité aujourd'hui d'avoir quitté la région parisienne, comme pas mal de franciliens, en fait, dernièrement, suite à la pandémie. Je vis sur la côte ouest vendéenne, sachant que je suis aussi donc le CEO de VoxPay, et VoxPay étant plutôt une société parisienne. Et on va en parler de tout ça évidemment plus en détail. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet sur VoxPay, est-ce que tu peux m'expliquer rapidement ton parcours avant la création de l'entreprise ? Oui, bien sûr. J'ai une formation aujourd'hui d'ingénieur en informatique et mathématiques appliquées. J'ai commencé ma carrière en fait dans un cabinet de conseil qu'on appelait à l'époque SS2I, qu'on doit appeler maintenant ESN. J'ai fait 6 mois en fait en cabinet de conseil. Je me suis vite rendu compte que c'était pas forcément ma tasse de thé. Et j'ai eu l'opportunité en fait, un ancien de mon école m'a appelé en fait en me disant tiens, je suis en train de monter une société. Est-ce que tu veux pas me rejoindre en tant que premier salarié en fait pour créer une start-up qui s'appelait à l'époque Mobiquid. Cette start-up permettait en fait c'est un peu l'ancêtre de Shazam, c'était dans les années 2000, début 2000, avant que Shazam existe. Ça permettait de reconnaître les chansons que tu écoutais à la radio. Donc tu recevais des petits textos, en fait, ta classeur vocal, tu recevais des petits textos avec ta musique préférée. Suite de ça, cette boîte a fusionné avec une société qui s'appelait iMedia. iMedia était une revue publicitaire sur Internet. Je suis arrivé dans cette société en fait dans les années 2003-2004, je crois. Et je suis devenu très rapidement directeur technique de cette structure. Et cette structure, en fait, a commencé à mettre à pied dans le paiement, en fait, via des solutions de micro-paiement à l'époque. Donc, tu achetais des petits tickets sur un serveur vocal interactif ou via des SMS surtaxés pour acheter du contenu, en fait, virtuel sur Internet. Et puis, donc, c'était le premier pas dans les années 2008, en fait, dans le paiement. Et ensuite, on a décidé, en fait, d'aller un petit peu plus loin et puis de commencer à sortir un produit qui s'appelle toujours iPay, donc la FinTech iPay. Et donc j'étais le directeur technique de cette fintech aussi, et donc on a monté le produit en fait, et on a été un des premiers établissements de paiement en fait, être accrédité à la CPR pour être établissement de paiement. Et puis les années filent, je suis resté une dizaine d'années, et puis 2013-2014 en fait, la société a commencé à se scinder en plusieurs morceaux en fait pour évaluer chacune de leurs compétences, donc une régie pub d'un côté, un paiement de l'autre. Mon périmètre s'est un petit peu restreint, et donc j'ai décidé de quitter l'aventure en fait à l'époque pour rentrer dans l'entrepreneuriat. Et donc l'entrepreneuriat, j'ai rejoint en fait mon associé Samy Zaiter, qui était aussi salarié en fait de IP à l'époque, qui a aussi quitté IP en fait à peu près au même moment que moi. Et on a fondé tous les deux une première société. Donc c'était le premier pas d'entrepreneuriat, c'était en 2014. On a créé une société en fait dans la télécommunication et on fournissait à l'époque
des services de téléphonie en fait en voix sur IP pour les PME ou les entreprises qui avaient besoin de ressources téléphoniques et puis d'outils en fait un peu custom, un peu digitaux en fait pour pouvoir manager leur flotte téléphonique. Et donc, fort de cette première en fait expérience, on a eu quelques clients, plusieurs clients, et donc ces clients ont commencé à nous remonter des problématiques en fait autour du paiement qui se fait justement sur la voix, sur la partie téléphonique. Et donc, on a commencé à regarder un peu ce qui existait sur le marché. Donc, leur problématique aujourd'hui, c'était de se dire, bah, moi, j'ai de plus en plus de mal à récupérer des coordonnées bancaires en fait sur le téléphone. Mes clients que j'ai en ligne en fait pour régler leurs dettes, pour faire un achat ou autre, en fait, ont de plus en plus de mal à me donner leurs coordonnées bancaires pour des soucis de confiance. Et puis j'ai aussi mes banques acquéreurs en fait avec qui j'ai des contrats d'acquisition et les émetteurs de cartes comme Visa et Mastercard qui viennent commencer à me taper sur les doigts en me disant que bah ouais mais c'est bien, hein, tu traites de la coordonnée bancaire chez toi, il faudrait que tu montres patte blanche en disant que bah, tu es bien sécurisé en fait pour pouvoir récupérer des coordonnées bancaires et faire des transactions. Et donc on a avec Samy, donc mon associé, on a regardé en fait un peu ce qui se passait sur le marché à l'époque. Donc on était en 2016-2017 là. Et il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose de proposé aux clients, aux marchands en tout cas, qui procédaient aux transactions par téléphone. Donc d'où la naissance de VoxPay, qui est donc une plateforme de paiement qui permet de sécuriser les paiements à distance et faire en sorte qu'il y ait plus de coordonnées bancaires qui soient visibles en fait à l'oreille ou à la vue du conseiller et puis plus présentes non plus dans les systèmes d'information des centres d'appel ou des services clients. Tu as devancé, tu vois, ma prochaine question qui était quelle est la jeunesse de l'entreprise, donc c'est top. Voilà. Et est-ce que tu peux me dire un petit peu, quand on crée l'entreprise, au début, parfois il y a un produit ou un service, et puis ensuite il y a plein d'évolutions. Est-ce que tu peux me dire, bah, voilà, de votre idée initiale, ce que vous faites aujourd'hui concrètement, est-ce que ça a beaucoup changé ou pas? Et puis peut-être nous présenter des cas d'usage en même temps, qu'on comprenne bien comment ça fonctionne? Ouais. Donc effectivement, au tout début de la société, ce qu'on a voulu faire, on a voulu être plus royaliste que le roi entre guillemets et se dire que c'est dire que ça va être facile à vendre. Donc on a commencé à lancer un produit très technique qui s'incruste en fait dans la communication téléphonique au moment du paiement. Et donc le conseiller qui est au bout du fil au moment d'opérer un paiement va activer la sécurisation de sa ligne téléphonique et va demander en fait à son client qui est au bout du fil de saisir lui-même sur les touches de son téléphone les 16 chiffres de sa carte bancaire. Nous, on est arrivé en disant bon, on a un passé d'opérateur télécom, on a notre solution de paiement aujourd'hui, c'est top, c'est génial. Donc, on va arriver voir les centres d'appel et on va leur dire ben, on va vous servir à la fois la voix et à la fois le paiement sécurisé. Bon, sauf que quand on arrive chez les centres d'appel, les premiers centres d'appel qu'on a contactés, les, par méconnaissance certainement de notre côté, nous du métier, ils ont commencé à nous dire, mais vous êtes bien gentils, mais la partie voix, on la gère déjà avec des opérateurs en fait qui ont pignon sur rue, donc vous, Voxplay, on ne vous connaît pas vraiment, donc ça va être compliqué de migrer toute la partie voix et téléphonie en fait chez vous. Et donc, il a fallu trouver des astuces en fait au début en fait pour pouvoir effectivement s'incruster dans les communications téléphoniques en fait de nos clients. Et du coup, bah, forcément, comme je disais tout à l'heure, c'est un produit qui était très technique en fait à mettre en place, donc pas mal de temps dans les setups et les installations. Donc on a dû effectivement trouver quelques alternatives qui répondent à la même problématique en fait, en tout cas qui résout la problématique en fait initiale de VoxPay. Donc on a introduit aussi la notion de Pay by Link en fait pour pouvoir en fait sécuriser ses coordonnées bancaires. Alors, comment ça fonctionne et quels sont les cas concrets? Donc aujourd'hui, en fait, on adresse un certain nombre de typologies de marchands. Ça peut être des voyagistes, ça peut être des centres de recouvrement, ça peut être des vendeurs d'e-commerce, des e-commerçants qui ont un service client. Donc, lorsqu'un client appelle ou se fait appeler, en fait, à un moment donné, il y a peut-être une télévente qui doit se faire. Là, effectivement, plusieurs parcours sont disponibles chez VoxPay. Le parcours, effectivement, le plus simple en fait à intégrer chez le marchand, ça va être l'envoi d'un pay by link en fait, d'un lien de paiement par SMS, par email ou par WhatsApp ou par un chat en fait déjà présent au service client. Et donc ce pay by link va rediriger sur une page de paiement VoxPay où on va demander au client en fait de renseigner ses coordonnées bancaires et uniquement ses coordonnées bancaires pour procéder à la commande. La particularité de notre lien de paiement, parce qu'on n'est pas les seuls aujourd'hui à faire du lien de paiement sur le marché,
La particularité du lien de paiement aujourd'hui qu'on offre à nos marchands, ça va être de pouvoir améliorer en fait l'expérience client et l'expérience conseiller, de telle sorte à ce que le conseiller, quand il va envoyer son lien de paiement, va avoir la visibilité de quasiment tout ce que fait le client lorsqu'il est en train de saisir sa coordonnée bancaire sur son téléphone. Alors bien sûr, il ne va pas voir les coordonnées bancaires s'afficher, mais il va voir où tu en es en fait dans le processus de paiement. Donc ça, c'est le Pay by Link, qui est donc ce qu'on appelle nous le Pay by Link assisté ou supervisé en fait. On est à peu près le seul aujourd'hui, je pense, sur le marché à le faire. Et on a la partie paiement assisté par agent, donc ce que j'ai décrit juste un petit peu avant, qui est donc la partie où on vient s'incruster dans la communication téléphonique. Et donc là, le client passe son smartphone en mode clavier, ou bien utilise les touches du téléphone fixe avec lequel il est en train d'appeler, et il vient saisir les 16 chiffres de sa carte bancaire, et tout en étant guidé toujours par l'agent. Donc nous, vraiment les deux valeurs ajoutées aujourd'hui, ou les deux, les deux valeurs ajoutées oui, sur lesquelles en fait Foxpay repose, ça va être la partie sécurisation des données. Donc plus rien ne circule en fait à la vue de l'agent et à l'oreille de l'agent. Et ça va être aussi la partie donc expérience en fait de paiement, et on va faire en sorte que ça se fasse sans douleur à la fois pour l'agent et à la fois pour le client. Donc un vrai produit tech quand même. Un vrai produit tech, exactement. Managé Et par des techs, parce que du coup, Samy, j'en ai pas parlé, mais Samy, mon associé, est un technicien aussi, donc spécialisé en télécom. Et moi, donc, je l'ai dit, ingénieur, en fait, dans plutôt la branche paiement. super. Et alors, en quelques années, il s'en est forcément passé des choses dans l'entreprise. Est-ce que tu peux me faire peut-être un résumé des temps forts de ce que vous avez vécu? Donc, 2017, création de la société. On a pris l'année 2017 au jeu pour bien ficeler le produit, bien le concevoir, et à commencer à rencontrer en fait certains acteurs de la relation client justement. Donc cet épisode étant sponsorisé par Majorel, donc Majorel est un des partenaires avec qui on travaille aujourd'hui, mais il y a aussi d'autres confrères à Majorel en fait qui font ce genre de métier. Donc on a été rencontrer ces gens-là en fait et présenter notre produit. Et c'est les personnes qu'on a pu rencontrer nous ont tous dit mais ce que vous avez proposé c'est génial, parce que moi j'ai une problématique aujourd'hui, c'est que mes donneurs d'ordre, donc mes clients à moi à qui je fais la relation client, euh, me demandent d'être certifié PCI DSS pour prendre les coordonnées bancaires en fait au moment du paiement. Et aujourd'hui, certifier un plateau téléphonique PCI DSS, c'est coûteux, c'est récurrent, ça prend du temps, et puis surtout, c'est pas extensible. C'est-à-dire que mon client me prend 200 positions aujourd'hui, demain il m'en demande 50 de plus, je suis obligé de pousser les murs en fait, ou refaire une salle à côté et remettre en place les éléments nécessaires à maintenir cette certification PCI DSS. Donc ils m'ont dit c'est génial, il faut continuer. Par contre, nous on est arrivé un petit peu en disant bah on n'est pas tout à fait PCI DSS au départ. Et donc, ils nous ont dit, bah, si vous voulez aller plus loin, en fait, il faut absolument que vous ayez la certification la plus haute chez PCI DSS, parce que nos donneurs d'ordre ne viendront jamais en fait, prendre votre produit. Et donc, on a passé l'année 2018 à se faire certifier PCI DSS, à mettre en conformité la plateforme, et en contactant des premiers clients, des premiers contrats, en fait. La première année charnière a été 2019, en fait, où on a commencé à enchaîner des gros contrats avec des grosses structures. Donc, ça peut être des gros assureurs, ça peut être des grosses structures dans le luxe, qui eux avaient plus une problématique au départ RGPD, parce qu'en disant, bah, sur mon centre d'appel, je traite aussi la coordonnée bancaire, donc des données personnelles, plus PCI DSS. Ils ont mis tout ça dans un pot, en fait, et ils ont mélangé, ils se sont dit, bah, on a vraiment une défaillance sur notre centre de contact. Il faut qu'on trouve une solution, en fait, pour pouvoir sécuriser. Donc, c'est premier gros contrat, en fait, 2019. 2020, la pandémie, et là, on a deux. Donc, la pandémie était plutôt bénéfique finalement pour la structure Voxpay, entre guillemets, et parce que deux phénomènes en fait se sont créés. Le premier, toutes les structures qui font de la relation client ont dû envoyer finalement leur personnel en télétravail. Il a fallu donc faire en sorte de continuer en fait à travailler, mais comme il n'y a plus personne pour surveiller en fait ce que fait le conseiller en fait chez lui, ben, il a fallu mettre en place des solutions pour sécuriser en fait les transactions lors du télétravail. Donc là, effectivement, explosion en fait du nombre de demandes en fait qui sont arrivées là sur début 2020. Et deuxième phénomène, c'est que tous les commerçants qui ont dû fermer en fait des portes de leurs magasins ont souhaité en fait continuer leur activité. En général, ces commerçants ne sont pas forcément digitalisés.
Et donc on a servi en fait ces commerçants en mettant en place du click and collect en fait dans les boutiques. Donc faire en sorte que les clients puissent appeler, payer en fait à distance et puis venir retirer leur commande. Et on se rend compte qu'en fait ces usages ont continué et ont perduré finalement après la pandémie. On a toujours autant de clients qui font du click and collect en fait et qui passent par nos solutions pour faire payer. Et on a autant de clients en fait qui sont des sociétés de centres de contact qui procèdent soit du télétravail ou pas, mais qui ont vu les bénéfices en fait de nos solutions pour pouvoir continuer. Donc vraiment une explosion en 2020 en fait et après donc 2021-2022 ça a été la continuité en fait de tout ça en fait parce que beaucoup de structures se sont posées des questions, n'ont pas eu le temps de mettre en place en fait quoi que ce soit pendant la pandémie, ils se sont dit bah maintenant faut mettre en fait en place des solutions en fait qui nous sécurisent. C'est hyper intéressant. Et est-ce que tu peux m'expliquer juste un peu plus la partie business model, comment vous vendez / gagnez de l'argent? Ouais. Donc le but aujourd'hui c'est quand on arrive voir une structure, c'est qu'on ne perturbe pas leur process actuel. Donc aujourd'hui, les structures qu'on va voir procèdent déjà à des encaissements par carte bancaire, par téléphone, pardon, et ont déjà en fait leur banque, leur acquéreur ou leur PSP avec qui ils travaillent. En fait. Donc nous, notre métier, ça va être vraiment de venir sécuriser la transmission de la carte bancaire du client final vers le système de paiement du marchand. Donc on vient vraiment en plateforme technique au milieu en fait et on vient faire en sorte que ces coordonnées bancaires soient vraiment sécurisées, soient transmises au système de paiement du marchand. Donc c'est pas nous qui allons opérer l'encaissement, nous on fait juste la collecte des informations confidentielles pour les envoyer en fait au système de paiement du marchand. Donc on n'est pas acquéreur, c'est pas nous qui allons procéder à la transaction. Donc, donc pour répondre à ta question, le business model est plutôt basé finalement sur de l'abonnement, mais un abonnement un peu spécial parce cet abonnement en fait est lié à l'usage que tu vas faire de la solution. C'est-à-dire que on va de mois en mois, on va calculer le nombre d'agents qui ont utilisé la solution en fait le mois précédent la facturation, le nombre de transactions qui ont été faites, le nombre de SMS qui ont éventuellement été envoyés, et tout ça va procéder à une facturation donc liée à un coût fixe par transaction et un coût fixe par usager de la solution. Ok, super clair. Et alors, est-ce que tu peux me donner peut-être des chiffres clés sur l'entreprise, combien vous êtes et tout autre chiffre sur lesquels vous communiquez? Oui, bien sûr. Alors, aujourd'hui, on est 20 salariés chez Voxpay, donc on est essentiellement composé d'une grosse équipe technique, en fait, comme tu as dit, produit très technique. Donc, je crois que les trois quarts des salariés aujourd'hui sont des techniciens, soit au support, soit à la R&D chez nous. Le reste étant partagé par l'équipe commerciale et l'équipe marketing. On a fait le choix avec Samy de ne pas faire de levée de fonds. On est financé en fait depuis le départ, ce qui nous permet d'être aujourd'hui assez créatif et surtout à l'écoute de nos clients en fait plutôt qu'à l'écoute de nos investisseurs. Et donc de construire le produit autour des remontées de nos clients et puis tester des choses en fait qu'on ne pourrait pas forcément tester en fait dans le cas d'une levée de fonds trop importante. Donc on teste et puis du coup ce qui nous permet en fait de proposer de nouveaux produits en fait à nos clients. Aujourd'hui, on a une entreprise rentable, donc on arrive à faire vivre les 20 personnes, on dégage aussi des bénéfices. Donc on a été rentable dès le début de la création de la structure. Donc je te laisse calculer en fait en termes de chiffre d'affaires, payer 20 ingénieurs et avoir un peu de résultat à la fin, ça se fait un chiffre d'affaires en fait relativement conséquent. Super, et c'est vrai que c'est assez rare dans la fintech notamment de pas avoir de levée de fonds, donc c'est aussi intéressant de parler de ces entreprises-là et de montrer que ça peut fonctionner. Donc c'est hyper chouette. Et comme tu l'as dit, on est un peu sur un épisode entre guillemets spécial parce que sponsorisé, soutenu par Majorel, et du coup je voudrais te poser quelques petites questions plus orientées sur la relation client. En plus c'est quand même en partie ce que vous faites vous, enfin en tout cas vous vous intégrez dans ces processus-là. Mais en interne, comment vous êtes organisé? Quels sont les canaux de communication qui sont utilisés aux différentes étapes du parcours client? Ouais, donc on a vraiment mis en place aujourd'hui une plateforme omnicanal pour pouvoir finalement adresser le meilleur canal en fait de paiement aux clients que tu as à distance. Donc, je te disais tout à l'heure, en fait, on est capable aujourd'hui d'adresser des liens de paiement par SMS, par email ou par WhatsApp. Donc, effectivement, si on imagine que éventuellement que les premiers échanges se font via WhatsApp avec le conseiller, c'est tout naturellement en fait qu'on va le faire payer en fait via WhatsApp et en lui envoyant un lien de paiement par WhatsApp.
On a la partie voix, donc l'incrustation en fait de notre système de paiement dans la partie voix, qui elle est peut-être la partie qui transforme le mieux aujourd'hui chez nous parce qu'elle permet vraiment un accompagnement optimal en fait entre le conseiller et le client qui est au bout du fil. Et pour les personnes qui sont pas très technophiles, déjà recevoir un lien de paiement en fait par soit SMS ou email, ça peut être déjà contraignant pour eux en fait. Et le fait de les laisser sur le canal téléphonique sans rupture, sans changement de canaux justement pendant le paiement, bah, ça permet en fait de garder vraiment un contact avec le client et puis vraiment de l'accompagner de bout en bout en fait sur le process de vente. Et il faut bien comprendre que dans toutes nos mécaniques en fait aujourd'hui d'acquisition de paiement, que ce soit le lien de paiement, que ce soit le paiement assisté par agent sur la voie, il n'y a aucune rupture de communication entre le conseiller qui est au bout du fil, le télévendeur, et son client qui est de l'autre côté du téléphone. On accompagne vraiment de bout en bout le client jusqu'à l'acte de paiement, jusqu'à la finalisation de l'acte de paiement en fait. Donc on a le canal adapté à chaque situation pour pouvoir en fait satisfaire la relation client et faire en sorte que ce paiement ne soit pas une douleur. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi j'ai déjà eu des expériences où quand tu es en ligne avec quelqu'un, on t'envoie vers un serveur vocal, mais du coup tu perds le conseiller en effet. Exactement. Et donc si tu te trompes, tu t'appuies sur une mauvaise touche ou je sais pas quoi, bah t'es un peu bloqué et soit tu réussis à t'en sortir, soit bah tu dois raccrocher puis rappeler et c'est vrai que c'est un peu painful quoi quand t'es utilisateur. Même quand tu te débrouilles bien sur ton téléphone, ça arrive à tout le monde de faire une erreur et d'appuyer sur la mauvaise touche, etc. Donc c'est effectivement hyper intéressant de montrer à quel point aussi le lien avec le conseiller est primordial quoi, dans la relation client. Et justement, on parle beaucoup d'automatisation aujourd'hui, de remplacement par la technologie de certaines relations, notamment dans les parcours clients. Quelle est la place respective aujourd'hui de chacune et selon toi, qu'est-ce qui va changer demain ? Alors aujourd'hui, dans l'automatisation, alors effectivement, ce qu'on est capable de faire à la solution VoxPay, c'est de pouvoir essayer en tout cas pour les gens qui font du recouvrement de factures, on va pouvoir essayer d'automatiser ce recouvrement de dette en fait, de façon à ce que on libère finalement du temps homme aux conseillers qui sont en centre d'appel. Donc on est capable aujourd'hui d'envoyer des liens de paiement, des SMS, d'emails en fait dans la nature pour pouvoir en fait récupérer ses dettes en fait maintenant ou dans les heures qui suivent. Donc le client qui va recevoir son lien va pouvoir payer en toute autonomie en fait. Là, il ne sera pas accompagné. Capable aussi d'inviter le client à appeler un numéro et de tomber sur un serveur vocal interactif de paiement. Donc là, c'est une solution self-care où pareil, il vient, il appelle, il y a un automate qui répond, il a essayé ses coordonnées bancaires. Mais effectivement, on n'est plus dans la relation humaine en fait, comme tu viens de le dire. On est vraiment dans la relation automatisée. Mais pour le marchand, ça c'est un certain avantage, c'est qu'il va essayer de se débrouiller à recouvrir ses dettes fraîches et finalement avoir plus de temps pour recouvrir les dettes un peu plus compliquées à faire payer. Donc en fait, dans les gains de productivité en fait de nos clients, de nos marchands en fait, ce sont des solutions en fait qu'on voit de plus en plus se déployer et on va essayer de satisfaire en fait le client qui a du mal à payer en fait avec une relation un peu plus humaine et à l'accompagner en fait dans ce acte de paiement. Qu'est-ce qui va changer dans les années à venir? Bon, on parle beaucoup d'intelligence artificielle en fait, donc tous ces parcours en fait qui permettent en fait d'automatiser ces recouvrements, bah, effectivement, plus on aura éventuellement de la connaissance du client en fait derrière, plus on va pouvoir en fait lui demander de payer au meilleur moment en fait dans sa vie, dans la vie de sa dette, pour pouvoir avoir des chances en fait de recouvrir en fait ces dettes au final. Bah, c'est intéressant parce que c'est la deuxième discussion là que j'ai sur le sujet, mais par ailleurs, de tout ce qu'on lit, etc., je trouve que globalement, on arrive toujours à la même conclusion. C'est que la technologie va vraiment être un atout pour libérer justement du temps homme, comme tu disais, et pouvoir se concentrer sur les dossiers les plus compliqués ou sur du conseil, de l'expertise, etc. Et je trouve que c'est effectivement assez intéressant et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le futur. On est plutôt bien avancé dans notre discussion et j'aimerais bien que tu me parles, s'il te plaît, des objectifs 2023 et même de votre mission à plus long terme. Ouais. Donc Voxpay aujourd'hui, effectivement, on a vraiment axé notre début de parcours sur la sécurisation des paiements à distance. On est aujourd'hui reconnu pour nos capacités à gérer cela. Et avec toutes les fonctionnalités qu'on a pu mettre en place en fait pour satisfaire nos clients, service client entre guillemets, au centre de la relation client,
dans ces fonctionnalités, donc on a l'acquisition de la carte bancaire, on a intégré aussi tous les acteurs du BNPL, hein, du marché, pour pouvoir en fait procéder aussi à des paiements en plusieurs fois via une conversation téléphonique. On a intégré aussi la partie virement, donc PIS, avec l'open banking, donc soit des virements standards instantanés. Et donc au fur et à mesure, en fait, on a enchéri nos solutions et on a pour vocation maintenant d'aller déporter en fait nos solutions plutôt dans les magasins et dans le milieu du retail. Donc aujourd'hui, quand tu vas en magasin, la seule façon de payer quasiment, ça va être sortir ta carte bancaire et puis payer avec le terminal de paiement qui est en magasin. Et ça engendre quand même ça peut engendrer quand même pas mal de douleurs. C'est-à-dire qu'un terminal de paiement, déjà, ça peut tomber en panne. Donc ça m'est arrivé moi plusieurs fois d'arriver chez les commerçants en fait et de pas pouvoir payer parce que j'avais rien d'autre que ma carte bancaire. Et ça engendre aussi d'autres problèmes en fait de plafond, éventuellement de ta carte bancaire. C'est-à-dire que ta carte bancaire, si tu l'as utilisée plusieurs fois dans la semaine ou dans le mois, en fait, il se peut que tu arrives à un moment donné, le TPE te refuse la transaction. Et donc intégrer des méthodes de paiement alternatives en fait pour pouvoir payer en magasin, ça peut être un atout complémentaire pour le retailer en fait et faire des ventes complémentaires. Aujourd'hui, tu vas dans un magasin de bricolage en fait et tu en achètes pour 5 000 euros de marchandises pour rénover ta maison, bah, ta carte bancaire, il y a une chance sur deux qu'elle passe pas parce que t'as pas suffisamment un plafond assez haut. Et donc on va pouvoir te proposer en fait du BNPL en magasin ou alors du PIS. Je trouve que c'est un point vraiment intéressant parce que autant ça paraît évident de proposer diverses solutions de paiement quand tu es en ligne, Ouais. autant en magasin, en effet, ça reste plutôt une seule solution aujourd'hui, comme tu disais, ou à avoir du cash, mais c'est quand même de moins en moins le cas. Voilà. Et puis pour des gros achats, c'est quand même pas évident. Donc je trouve que c'est hyper intéressant, en effet. Exactement. Donc le but c'est effectivement d'apporter tout ce que tu viens de dire, hein, tout ce que l'e-commerce a aujourd'hui en fait de possible en fait en termes de paiement, ben, l'apporter en fait dans les magasins pour pouvoir en fait corréler tout ça. Et puis ça te permet aussi d'imaginer forcément d'autres parcours derrière. C'est-à-dire qu'un acheteur qui vient sur ton site e-commerce et puis tu le retrouves en magasin, bah, tu vas Bien forcément sûr. peut-être à un moment donné, donc tu vas connaître aussi un peu ses habitudes. Donc tu vas pouvoir lui proposer encore une expérience client meilleure en fait d'achat ou de parcours de vente dans le magasin ou éventuellement sur le site e-commerce, il retourne sur l'e-commerce après derrière en fait. Donc tout ça va être enrichissant et puis le but étant toujours en fait effectivement d'améliorer cette expérience en fait d'achat quoi. Top. Et mission à long terme? Bah déjà ça va nous occuper pas mal de temps. On a pas mal de projets là qui sont en cours en fait autour de ça justement. Donc le but c'est effectivement sortir nos solutions sur le 2024 en fait. Mhm. Puis les commercialiser et après après on verra. C'est déjà pas mal. Voilà. C'est top. On arrive plutôt à la fin de notre discussion. J'ai deux questions plutôt sur toi et l'entrepreneuriat, disons. D'abord, tu le mentionnais en début d'entretien, toi, tu n'habites pas à Paris et tu gères une boîte en étant à distance. Comment ça se passe? Est-ce que tu trouves ça facile? Est-ce que vos équipes, elles sont aussi en télétravail? Comment ça se gère? Alors, finalement, on a trouvé les bons outils aujourd'hui pour faire en sorte que tout ça se gère correctement. Euh, en tout cas, les 20 collaborateurs avec qui on travaille sont plutôt enclins à faire du télétravail, effectivement. On a un bureau à Paris. Les Parisiens, en fait, qui habitent Paris, en fait, en région parisienne, ont la faculté de venir une ou deux journées par semaine, en fait, dans les bureaux. Et puis le reste du temps, télétravailler. Donc toute la structure en fait Voxpay a une culture de télétravail maintenant en fait depuis cette pandémie. On a mis en place tous les outils en fait pour que ça fonctionne. Bon, moi personnellement, je me déplace quand même assez régulièrement si sur la région parisienne pour aller voir les équipes et puis aller voir aussi éventuellement nos clients. Donc en tout cas, on a trouvé la bonne méthode de travail en fait à ce jour. Après, je te dis pas que si un jour on passe à 50 ou 100 collaborateurs, il va peut-être falloir remettre des trucs en place ou remettre en question peut-être ce système de télétravail parce que ce serait peut-être plus compliqué à gérer. Mais aujourd'hui, notre taille nous permet en tout cas de travailler à distance. Et on permet en fait un peu à tout le monde de travailler d'où ils veulent, hein. J'ai mon DAF aujourd'hui qui est à Nice, notre responsable marketing qui est à Metz. Et donc, écoute, on a mis en place cette culture et ça fonctionne bien. Et pour le coup, pré-Covid, vous étiez plutôt, entre guillemets, dans un modèle traditionnel avec des bureaux et avec tout le monde qui venait au bureau? Exactement. D'accord, ok. Ouais, c'est intéressant parce qu'il y a peu, finalement, j'ai l'impression, d'entreprises qui ont gardé
euh, l'organisation Covid après autant. Donc non, c'est chouette Autant, ouais, de voir. peut-être pas, mais effectivement, moi, je vois bien que tous les rendez-vous que je peux faire aujourd'hui, tous les rendez-vous que je peux faire avec des prospects ou des clients, en fait, je pense qu'il y a la moitié des collaborateurs d'en face de la structure sont quand même en télétravail chez eux, en fait. Donc, Oui, je pense que le modèle avoir plusieurs jours de télétravail dans la semaine, c'est répandu, ouais. mais c'est moins. Enfin, le côté full télétravail, comme vous proposez, même s'il y a l'option de Mm. pouvoir aller au bureau, est quand même moins répandu pour le coup. Super. Et une dernière question par rapport à l'entrepreneuriat. Toi, après toutes ces années, qu'est-ce qui te motive encore à te lever tous les matins? Bah écoute, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir constitué enfin Samy et moi, on a la chance d'avoir constitué autour de nous une équipe en fait passionnée, passionnante. Et donc tous les matins, en fait, on est capable de challenger en fait sur qu'est-ce qu'on va faire, est-ce que le produit on pourrait pas le faire comme ça, est-ce qu'on pourrait pas développer cette fonctionnalité en plus. Donc enfin moi en tant que effectivement technicien, c'est plutôt enrichissant en fait de toujours essayer de trouver autre chose en fait et d'aller de l'avant. Bon après il y a le quotidien quand même à gérer, tu vas me dire, mais le fait de se remettre aussi en question tous les jours en fait, euh, moi je trouve ça challengeant. Enfin, en tout cas, je ne reviendrai plus, je ne reviendrai plus en mode salarié en tout cas. C'est mon, c'est mon avis. Et le fait aussi on est dans la relation client, on travaille dans la relation client, et en fait, ce qu'on aime bien aujourd'hui, nous, c'est effectivement travailler main dans la main avec le client, le marchand qu'on a capté, le partenaire qu'on a capté. Et je sais qu'aujourd'hui, VoxPay, on l'a construit autour des remontées qu'on peut avoir en fait des process métiers de nos clients. Et ça, c'est plutôt enrichissant en fait d'écouter en fait comment ça fonctionne en face et en fait d'essayer de trouver une méthode en fait satisfaisante pour eux en fait pour s'intégrer dans le processus métier et éventuellement aussi améliorer leur processus métier actuel en fait. Et donc ça, moi, je trouve ça vraiment enrichissant tous ces échanges qu'on peut avoir au quotidien en fait pour améliorer en fait l'expérience client chez nos marchands. Ouais, top. Et une question de curiosité, parce que c'est rarement le cas dans les fintechs que j'interviewe en tout cas. Donc vous êtes deux cofondateurs techniques. Mmh. Est-ce que ça a été... alors, comme vous avez un produit très technique, je pense que ça a été une force, mais est-ce qu'il y a des choses où vous vous êtes dit, bah en fait, il nous manque enfin, des compétences, entre guillemets, ou c'est plus compliqué sur certains sujets? Et est-ce que la répartition entre tous les deux sur les rôles, elle a été simple et évidente ou pas? Elle a été très simple et évidente, oui. Donc, comme tu dis, c'est un produit très technique. Donc, c'est ce qui a fait aussi que on a été reconnu assez très vite sur le marché, en fait, parce qu'on a réussi à manager des clients assez conséquents. Là, le dernier qu'on vient d'installer, je crois qu'il a 7000 conseillers qui utilisent nos solutions, en fait, en interne. Donc, c'est un opérateur télécom, en fait, qui a pignon sur rue. Mais donc, tous les conseillers aujourd'hui ont la faculté, en fait, d'aller faire payer, en fait, via notre système. Et pour le coup, en fait, c'est d'être reconnu, t'es une startup, d'être reconnu auprès de grands groupes, en fait, c'est super valorisant. Et c'est effectivement notre parcours à Samy et moi qui a fait ça. Après, pour faire reconnaître ce produit de plus en plus et de le faire adopter par plus de clients, ben oui, on s'est posé beaucoup la question en se disant, mais bon, on est écos, on n'est pas commercial à la base, même si on a fait les premières ventes nous-mêmes. Donc là, on a constitué une petite équipe en fait autour de trois business en fait aujourd'hui et d'un directeur commercial qu'on a recruté aussi il y a un an. Donc, pour structurer justement cet aspect commercial, on sait que le produit maintenant fonctionne bien, qu'il a été déployé régulièrement et de bonne façon en fait chez d'autres marchands. Donc cette équipe en fait maintenant, effectivement, on délègue un peu cette partie commerciale à cette équipe-là. Et pour la répartition des rôles, oui, ça s'est fait assez naturellement. Donc Samy est plutôt resté sur la partie technique, télécom en fait, ce qu'il sait faire, et la partie marketing parce qu'il a une appétence en fait là-dessus. Et moi, j'ai pu gérer le quotidien de la société, la partie commerciale en fait au tout cas au départ. Top. J'ai deux dernières questions pour toi, Franck, qui sont plutôt des questions d'inspiration. D'abord, est-ce que tu as des ressources, lectures, podcasts, newsletters, tout ce que tu veux à recommander aux personnes qui nous écoutent? Alors bizarrement, quand je ferme les rideaux le soir, j'essaye de pas trop repenser au business en fait et de pas trop penser à côté. C'est vrai que on fonctionne beaucoup au feeling aujourd'hui pour euh, pour faire croître VoxPay. Je sais qu'avant que tes podcasts existent, au début de l'entrepreneuriat, j'écoutais pas mal les podcasts de Mathieu Stéphanie en fait sur les entrepreneurs en fait qui délivraient un petit peu justement un peu leur parcours aussi, ce qui nous a un petit peu aidé en fait à comprendre ou à mettre en place nos business models aussi avec Samy.
Après, les newsletters, je te dirais que j'en lis quelques-unes, mais je pense que c'est plus des articles que je vais recevoir en forme d'alerte, donc je pourrais même pas te dire en fait de qui vient un newsletter en fait au final. Ça marche. Et dernière question, est-ce que tu as une fintech ou un entrepreneur, une entrepreneuse de la fintech qui t'inspire particulièrement et pourquoi? Alors j'en ai peut-être plusieurs. Je suis pas mal impressionné par toutes les fintechs aujourd'hui qui vont venir disrupter un peu le marché. Je pense à Alan pour les mutuelles, à Conto pour les banques, à Swile pour les tickets restaurants. Euh, s- Déplacer des gros acteurs qui sont sur le marché aujourd'hui, c'est pas facile. Il y a des réglementations qui sont assez conséquentes et assez pointues. Donc pouvoir évoluer dans ces milieux-là, en fait, je trouve ça déjà incroyable. Et en plus de ça, apporter justement cette expérience utilisateur optimale, en fait, là où ces acteurs ancestrales n'arrivent pas à le faire, en fait, c'est plutôt remarquable, en fait. Donc je suis plutôt à admirer ce genre de fintech aujourd'hui qui arrive à proposer des solutions alternatives, en fait, à des gros mastodontes du marché. Parfait. Eh ben écoute, merci beaucoup pour ton temps, Franck. C'est nickel. Ouais, Noël. Vous êtes arrivé au bout de l'épisode de FinTech de cette semaine. Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec une ou deux personnes de votre connaissance et éventuellement à nous laisser un commentaire et une note sur les App Store. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.